12 septembre 2017. Nous participons avec Odile à un circuit de 10 jours au Sri Lanka proposé par le CE de la BNP. Le trajet aller durera environ 13 heures, avec une escale de 2 heures un peu folklorique à Bombay, ceci à cause de contrôles aux frontières plus que pointilleux, et dans un tohu-bohu difficilement imaginable. Le Sri Lanka est une île située dans l'océan Indien, à environ 30 km au sud-est de l'Inde. Sa superficie est d'environ 65 000 km², soit pour donner une idée, 2 fois la région des Pays de la Loire. Sa population majoritairement bouddhiste s'élève à un peu plus de 22 millions d'habitants, soit une densité d'environ 340 habitants au km². Indépendant depuis 1948 avec la fin de la colonisation britannique, le pays a repris son nom original de Sri Lanka en 1972. Notre circuit nous conduira au centre et dans la partie sud-ouest de l'île. Nous arrivons très tôt le matin, vers 4h30 heure locale, avant le lever du jour, et c'est l'occasion de faire connaissance avec le groupe, dont quelques-uns étaient déjà du voyage au Mexique l'année précédente. Un collier de fleurs nous est offert à notre arrivée par notre guide Manju, et nous embarquons dans le car qui tombera en panne en plein milieu de la route au bout de quelques kilomètres seulement, et ceci sous une pluie battante. Ça commence bien. Ceci nous permettra de découvrir les conditions de circulation au Sri Lanka. Circulation très dense avec toutes sortes de véhicules, des vélos, des scooters, des motos, des tuk-tuk, des voitures, des camions et des piétons. Tout ça dans un espace restreint, mais ça a l'air de bien se passer sans incident. Après presque 2 heures d'attente, un autre car vient nous chercher, et nous nous rendons au nord de la capitale Colombo, dans la ville de Negombo, pour une visite du plus grand marché aux poissons du pays. Finalement, la panne du car aura eu un gros avantage, il ne pleut plus pour la visite. Les bateaux de pêche sont rentrés au port et déversent le produit de leur pêche à même le sol, où les poissons sont vidés et conditionnés pour être vendus sur les étals. On y trouve de tout, des poissons, des crabes, des crustacés, et nous avons aussi l'odeur qui va avec. Pas de doute, on est bien au marché aux poissons. Ici, un pêcheur qui pêche au filet directement de la route. Un peu plus loin, nous trouvons de grandes étendues de nattes à même le sable, où sèchent au soleil des milliers et des milliers de poissons. Des femmes les retournent pour faciliter le séchage, opération qui peut prendre plusieurs jours. Nous déjeunons ensuite dans un hôtel bien situé, avec une salle de restaurant donnant sur une belle plage de l'océan Indien. Nous reprenons la route pour nous rendre à l'hôtel et nous traversons une région où vit une importante communauté chrétienne. Nous remarquons au bord de la route un bon nombre de belles propriétés parmi des habitations beaucoup plus rudimentaires, donnant l'impression d'une certaine richesse des habitants de cette région. Nous arrivons à l'hôtel Carolina Beach, situé au bord d'une belle plage complètement déserte.
L'établissement paraît très accueillant, avec ses jardins bien entretenus et ses 2 grandes piscines incitant à piquer une tête. Malheureusement, la pluie fait son retour et la baignade sera remplacée par une sieste réparatrice après ce long voyage aller. Il pleuvra de façon très dense tout l'après-midi et une bonne partie de la nuit, et les prévisions pour les jours à venir ne sont guère encourageantes. La saison de la mousson, qui se termine habituellement fin août, joue les prolongations cette année. Heureusement, il fait chaud et la bière est bonne. Le lendemain, notre circuit nous emmène dans le centre de l'île, vers Abarana, pour un trajet d'environ 150 km. Et miracle ce matin, il ne pleut plus. Les mariés qui se font prendre en photo dans le cadre de l'hôtel semblent apprécier. En chemin, nous passons près d'une des nombreuses entreprises qui fait le commerce de la noix de coco. Le Sri Lanka est en effet le 5e producteur mondial de ce fruit exotique. Tout au long de la route, nous pouvons également observer de grands étalages bien achalandés de fruits et de légumes, ainsi que de très nombreux petits commerces. Une pause pipi nous permettra de découvrir le mobilier rudimentaire des Sri Lankais, ainsi que l'usage des toilettes. Ici, pas de papier, mais une douchette pour se rincer. Un peu plus loin, nous nous arrêtons près d'un des nombreux lacs du Sri Lanka, où une statue géante de Bouddha est installée au sommet d'une colline qui surplombe l'endroit. Ici, les étais sont en bambou. Et là, c'est l'heure de la récré pour les écoliers. Quelques images prises du car en roulant montrent des habitations plutôt coquettes dans une végétation dense et bien verte. Nous nous arrêtons le midi dans la région de Kurunegala pour un déjeuner chez l'habitant dans une maison fabriquée en grande partie avec des matériaux traditionnels. Dans le jardin, nous découvrons un invité surprise. Il s'agit d'un varan qui est une sorte de gros lézard pouvant atteindre 2 mètres de long. L'animal est impressionnant, mais heureusement pacifique. Le repas est confectionné dans une cuisine traditionnelle, bien loin de nos standards occidentaux. Voici une présentation de la préparation des plats sous le regard et l'objectif des touristes bien disciplinés. Après la bière rafraîchissante de l'apéro, il est temps de goûter à ces plats appétissants. Manju nous montre comment utiliser la feuille de lotus qui sert d'assiette, et les couverts sont les doigts. Après le repas, nous partons faire une promenade en char à bœuf. En chemin, nous pouvons observer un arbre à pain avec ses fruits, et un spécimen de grande chauve-souris du Sri Lanka dont l'envergure peut atteindre 1 mètre. Le chemin est bordé de rizières, et voici à quoi ressemblent les grains de riz à la récolte. Le chemin est chaotique, ça secoue les passagers. Nous embarquons ensuite dans des pirogues appelées ici Orua pour une balade sur l'eau.
Nous ferons une halte dans un hameau dont les maisons traditionnelles sont construites en terre battue, en bambou et en feuilles de cocotier. Il y a même une cabane là-haut dans les arbres, accessible par une échelle plutôt rudimentaire. La literie est spartiate, mais cette cabane à hauteur sert aussi de refuge en cas d'attaque du hameau par les éléphants sauvages. Après la dégustation d'une infusion dans des coques de noix de coco, nous réembarquons dans les pirogues et nous traversons un lac peu profond recouvert de lotus. Au loin, nous apercevons le mythique Rocher du Lion que nous visiterons le lendemain. Nous pouvons voir au fil de l'eau quelques animaux dans leur milieu naturel. Ici une aigrette et là un macaque. Un peu plus tard, nous apercevons un nid de frelons asiatiques et un paon sauvage depuis le 4x4 à bord duquel nous avons embarqué. Il s'agit d'une excursion supplémentaire non prévue au programme proposée par Manju, un safari en 4x4 pour aller voir des éléphants sauvages dans une réserve naturelle. Après quelques kilomètres sur une piste en relativement bon état, nous tombons sur un troupeau d'éléphants de plusieurs dizaines d'individus. À bord des 4x4, nous pouvons les approcher de près à quelques dizaines de mètres seulement. Les animaux sont en train de se restaurer de fougères dans une prairie au bord d'un lac. Ils sont paisibles, mais les chauffeurs laissent le moteur tourner de façon à pouvoir déguerpir rapidement en cas de changement d'humeur des pachydermes. La population d'éléphants au Sri Lanka est estimée à environ 6000 individus, ce qui en fait la plus grande densité en Asie. La plupart vivent à l'état sauvage comme ceux que nous voyons actuellement, mais une partie est domestiquée pour différents travaux de trait ou d'autres sports. Craints par les agriculteurs, les éléphants sauvages font des ravages dans les cultures, mais ils sont également dangereux pour l'homme puisqu'ils sont à l'origine de 50 à 100 décès par an dans le pays. Les éléphants d'Asie sont plus petits que leurs cousins africains. Un mâle asiatique mesure en effet en moyenne 3 mètres de hauteur et pèse environ 4 tonnes. En comparaison, un éléphant mâle africain mesure en moyenne 4 mètres de haut et pèse environ 6 tonnes. La différence ne s'arrête pas là, puisque l'éléphant asiatique a des oreilles plus petites, et les femelles et une grande partie des mâles ne possèdent pas de défense. L'espérance de vie d'un éléphant d'Asie est d'environ 60 ans. Au retour de cette superbe expédition, nous pouvons admirer un magnifique coucher de soleil sur la savane. Après cette journée bien remplie, nous nous rendons à l'hôtel Deer Park à Polonnaruwa où nous passerons 2 nuits. La chambre en duplex offre un excellent confort et la salle de bain est même agrémentée d'un jardin intérieur. Le lendemain matin, notre circuit nous emmène un peu plus à l'est dans la région de Polonnaruwa. Le temps est à nouveau au beau fixe et des mariés en tenue traditionnelle en profitent pour faire leurs photos de mariage dans les jardins de l'hôtel. La première visite de la journée se passe dans une école, où nous sommes accueillis à bras ouverts par les maîtresses et les jeunes écoliers, tous habillés de la même façon.
Après une série de chants de bienvenue, nous pouvons visiter les 2 classes de l'école où nous pouvons constater un équipement là aussi rudimentaire avec une salle de classe pouvant accueillir jusqu'à 60 élèves. Mais cela ne semble pas poser de problème particulier, car la discipline est très loin de ce que nous connaissons chez nous. Nous nous rendons ensuite dans la ville de Polonnaruwa, située dans le triangle culturel, au bord de l'immense lac Parakrama. Ce lac est un des très nombreux lacs artificiels du Sri Lanka, creusé au XIIe siècle pour y stocker l'eau de la mousson en prévision de la saison sèche. Nous apercevons au loin un éléphant solitaire de l'autre côté de la rive. Après une visite rapide du musée archéologique d'où nous n'aurons pas d'image car les photos sont interdites, nous nous rendons dans les vestiges de la cité historique datant du XIIe siècle et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Polonnaruwa est en effet devenue la nouvelle capitale du Sri Lanka du XIe au XIIIe siècle, puis a sombré dans l'oubli et a été envahie par la jungle avant d'être redécouverte au XIXe siècle grâce à des fouilles. Les vestiges de l'immense cité-jardin créée par le roi de l'époque, Parakrama Bahu le Grand, sont assez bien conservés. Parmi eux, les restes du Palais Royal, immense bâtiment qui faisait 7 étages à l'origine et comportait 1000 pièces. Le bain royal sans eau, la salle du conseil, le Sat Mahal Prasada, pyramide à 7 étages. Et voici le Vatadaj, sanctuaire appelé aussi chambre des reliques et ayant accueilli la dent de Bouddha à cette époque. On y entre sans chaussures par l'un des 4 escaliers situés aux 4 points cardinaux. Avec le sol brûlant, des chaussettes ne sont pas superflues. Des statues de gardiens encadrent l'entrée de chaque escalier et une pierre de lune est disposée au pied de chacun d'eux. À chaque porte, 4 statues de Bouddha font face aux escaliers. Le site étant tellement étendu avec ses 122 hectares, nous nous déplaçons en car pour nous rendre au Grand Dagoba de Rangkok Vihara. Les macaques, ils sont plus petits. Et c'est l'autre, c'est les coulacés gris. On appelle... En chemin, nous pouvons voir des macaques s'amuser dans la nature, ainsi que de nombreuses et impressionnantes termitières. Les chiens errants sont toujours aussi présents et toujours autant fatigués. Nous remarquons également des arbres aux formes étranges. Le Grand Dagoba de Rangkok Vihara est l'un des plus grands stupas du pays, avec ses 55 mètres de hauteur et ses 157 mètres de diamètre. L'intérieur est plein et on ne peut pas y entrer. Cet édifice est un lieu de dévotion pour les bouddhistes et des offrandes sont déposées dans des autels disposés tout autour de l'édifice. De très nombreuses sculptures représentant des têtes d'éléphants ou des personnages sont visibles tout autour du monument, mais sont dans un état assez détérioré. Un petit tour en car supplémentaire nous emmènera à un autre endroit du site de Polonnaruwa où Odile se fera chipper son gâteau par surprise par un macaque d'apparence tranquille mais rusé et très agile. Cet endroit est le temple caverne de Galvihara qui abrite 4 magnifiques statues géantes de Bouddha taillées directement dans une paroi de granit. La première statue de 5 mètres de haut représente Bouddha assis en pleine méditation. Des offrandes sont déposées au pied du second Bouddha assis, qui lui est entouré des dieux hindous Vishnu et Brahma. Le troisième Bouddha se tient debout et mesure 7 mètres de haut. La dernière statue représente Bouddha couché et fait 14 mètres de long. Et voici une vue d'ensemble des 4 sculptures qui sont dans un état remarquable. La visite suivante nous emmène sur le site de la citadelle de Sigiriya, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette citadelle datant du 5e siècle est dominée par le rocher du Lion haut de 370 mètres, accessible par des escaliers étroits et abrupts, avec des passages en colimaçon. Au 5e siècle, Kasyapa, fils cadet du roi d'Atusena, tua son père en l'emmurant vivant afin de récupérer le trône normalement destiné à son frère aîné Moggallana, qui est contraint à l'exil en Inde. Kasyapa, redoutant la vengeance de son frère, fait aménager son palais au sommet du rocher du Lion qu'il juge imprenable. 18 ans plus tard, Moggallana revint à la tête d'une armée et obtint la reddition de Kasyapa sans combattre, simplement en faisant le siège du rocher, privé ainsi de ravitaillement. Moggallana exécuta son frère et récupéra le trône. Au milieu de la falaise, une anfractuosité abrite les portraits de 21 demoiselles, qui faisaient partie des quelques 1000 courtisanes du roi Kasyapa. Ces portraits peints à même la falaise il y a 1500 ans sont relativement bien conservés, mais vous ne les verrez pas car les photos sont interdites. Ici, une séquence où un macaque agressif fait des misères à 4 personnes du groupe. Mais Marie-Reine aura le dernier mot. Une esplanade naturelle à mi-hauteur permet de se reposer avant d'attaquer le dernier escalier dont le pied est agrémenté par la sculpture géante de 2 pattes de lion. Le sommet abrite les vestiges de la forteresse où Kasyapa s'est réfugié pendant 18 ans, entouré par ses gardes et sa cour de nombreuses courtisanes. La vue sur les alentours est imprenable, et nous pouvons admirer l'épaisse jungle qui entoure le lieu. Ici aussi, les macaques sont bien présents, et ils n'ont pas l'air d'avoir le vertige. La descente se fait par un chemin beaucoup plus praticable, au bout duquel nous attendent les charmeurs de serpents. Allez, j'accepte le numéro du charmeur de serpent qui va tenter de réveiller ces 2 cobras avec sa clarinette locale, mais ceux-ci ont l'air bien fatigués, ou tout simplement blasés. Bien touché? Non, non. Bien? Comme ça? Je prends tout de même un boa autour du cou pour la photo souvenir, avant de prendre une dernière photo de ce rocher magnifique éclairé par le soleil couchant. Le jour suivant, notre périple nous fait redescendre vers le sud en direction de la ville de Kandy. Nous nous arrêtons en chemin dans un petit temple où le stupa blanc est bien gardé par une multitude de statues de Bouddha. Nous y rencontrons un moine bouddhiste qui nous bénit et entoure notre poignet d'un fil. On fait un vœu, et quand le vœu est exaucé, hop, le fil se détache. C'est quand même merveilleux, non ?
Un peu plus loin, nous nous arrêtons dans une fabrique de tissus, où après une explication express sur le métier à tisser, on passe rapidement aux choses sérieuses avec la visite de la boutique, qui prendra un temps beaucoup plus conséquent. Voici quelques images prises du Caire qui nous emmènent maintenant à Damboula. On y voit tout au long de la route la présence ininterrompue de petits commerces alimentaires ou autres. Les produits, c'est local, comment les gens y travaillent et tout. On peut prendre des photos aussi. Arrivé à Damboula, Manju nous propose un arrêt dans le marché au gros de fruits et de légumes. On y trouve de tout en quantité impressionnante, dans un balai de camions et de tuk-tuk. La visite méritait bien le détour. Images. Nous nous rendons ensuite au Temple d'or de Damboula, également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Ah, ils sont en train de s'épuiser, c'est trop drôle. Après avoir assisté à la toilette matinale de deux macaques, nous entrons à l'intérieur du monastère après avoir une nouvelle fois quitté nos chaussures. Ce haut lieu de pèlerinage au Sri Lanka depuis 22 siècles est un monastère rupestre qui contient 5 sanctuaires et est l'ensemble le plus grand et le mieux conservé des temples cavernes du Sri Lanka. Il est particulièrement remarquable par ses peintures murales bouddhiques exécutées au XVIIIe siècle, couvrant une superficie de 2100 m² et par ses 157 statues de Bouddha debout, assis ou couchés, c'est comme vous voulez, il y en a pour tous les goûts. C'est le moment de dire quelques mots sur l'ami Bouddha, omniprésent depuis le début du séjour. Né approximativement 5 siècles avant Jésus-Christ dans une famille princière, le jeune homme eut une vie agréable et insouciante dans le palais qu'il ne quittait jamais. À 29 ans, lors d'une sortie du palais, il découvre la misère et la souffrance de son peuple, et décide de fuir le palais et de renoncer à son rang princier. Il entreprend alors une période d'austérité qui durera 6 ans, mais n'étant toujours pas satisfait de cette démarche pour la compréhension du monde, il se lance dans la méditation. Après quelques semaines de méditation, et après avoir atteint la vérité, il s'éveille et pendant les 45 ans qui suivirent, il parcourt l'Inde en enseignant sa pratique en matière de méditation. Il fonde des communautés de moines et de nonnes bouddhistes chargés de perpétuer ses enseignements après sa mort, qui interviendra à l'âge de 80 ans. Après cette visite du Temple d'or, nous reprenons la route en direction de Kandy et nous nous arrêtons à Mattal dans un jardin aux épices. Un guide nous présente les différentes plantes du jardin avec les vertus médicinales de chacune. Ici, la cardamome, efficace contre les troubles digestifs. La vanille soigne le stress et la fatigue physique. L'aloe vera a un pouvoir cicatrisant et est efficace contre les brûlures. Le café est reconnu pour être un stimulant, mais il soulage aussi les maux de tête et améliorerait la mémoire. Le clou de girofle soignerait les maux de dents. L'ananas soigne les rhumes et est efficace contre l'arthrose. Le cacao, c'est bon pour tout, mais ça, on le savait depuis longtemps. La cannelle lutte contre les rhumes et les états grippaux. Bref, vous l'aurez compris, vous arrivez ici malade et vous ressortez en pleine forme. Il n'y a que la carte bleue qui risque de faire un malaise avec les prix pratiqués à la boutique. À la sortie du jardin, quelques pas dans la rue permettent de faire des photos des petits commerces accolés les uns aux autres et qui sont toujours bien achalandés.
Et la circulation est toujours aussi dense et bruyante. Nous passons devant le magnifique temple hindou de Mattal, mais nous ne le visiterons pas. Nous reprenons la route pour nous rendre à notre destination, la ville de Kandy, où nous arrivons pile poil à l'heure pour assister à un spectacle de danse sri-lankaise. La synchronisation n'est pas toujours au rendez-vous. Le son des tambours est un peu monotone, mais les danseurs nous offrent des moments pour le moins étourdissants. Images. Bravo pour cette prestation acrobatique. À la fin du spectacle, une séquence de danse pieds nus sur le feu nous est présentée à l'extérieur. Impressionnant. Ensuite, il est temps d'arriver à l'hôtel Topaz, après cette journée bien chargée. Le jour suivant sera consacré à la visite de la ville de Kandy. Dans les jardins de l'hôtel, nous pouvons observer une chose que l'on voit rarement, une fleur de bananier qui donnera le futur régime de bananes. Une navette nous descend en ville, car la route qui mène à l'hôtel est trop étroite pour le car. Nous nous rendons au Sri Dalada Maligawa, ou temple de la dent construit au XVIIe siècle, où un moine en tenue traditionnelle accueille les visiteurs. Kandy fut la dernière capitale royale du pays. Les chiens errants sont eux aussi en pleine méditation. Une petite parenthèse pour signaler que l'emblème du Sri Lanka est le coq, comme en France. Nous sommes dimanche et pourtant des écolières passent en rang ordonné pour assister à des cours supplémentaires. On ne badine pas avec l'éducation au Sri Lanka. Nous pénétrons ensuite dans le temple où nous pouvons déambuler à notre guise entre les différentes salles et les cours intérieurs où nous pouvons apprécier l'architecture des lieux.
Profitons-en pour faire un rapide rappel de l'histoire de la dent de Bouddha. À la mort de Bouddha, son corps fut incinéré, mais une molaire a été récupérée et importée clandestinement au Sri Lanka. Il s'agit de la seule relique de Bouddha, et cette dent a longtemps joué un rôle politique important, car la posséder, c'était détenir le pouvoir sur le pays. C'est pourquoi cette dent a été déplacée au cours de l'histoire dans les différentes capitales du Sri Lanka, pour être toujours sous la protection des monarques régnants. Dans cette vitrine, un éléphant naturalisé à la taille impressionnante. Nous approchons du moment où le reliquaire d'or où est enfermée la dent sera visible, et nous nous mêlons à la foule de fidèles chargés d'offrandes qui seront déposées devant le lieu sacré. Il est interdit de s'arrêter devant l'endroit où l'on peut apercevoir au loin le reliquaire, et je n'ai le temps de faire qu'une photo furtive. Nous ressortons ensuite en passant d'une salle à l'autre, où nous voyons ici une belle statue dorée de Bouddha. Nous irons ensuite dans un atelier de pierres précieuses où la visite de la reconstitution de la mine sera expédiée en quelques minutes, au profit de la visite de la boutique où le temps ne compte soudain plus. Après le repas, nous aurons un temps libre dans le jardin botanique de Peradeniya, qui a la réputation d'être un des plus beaux jardins du monde. Fondé en 1843, ce jardin botanique abrite notamment la plus grande collection d'orchidées du monde. Le jardin a une superficie de 60 hectares et on y dénombre environ 10 000 plantes et arbres de 4 000 espèces différentes. Nous sommes ici dans l'allée des palmiers royaux. Comme dans beaucoup d'endroits, on y rencontre également des groupes de macaques en liberté. Nous pouvons observer de nombreux arbres aux proportions gigantesques. Ce jardin parfaitement entretenu est visité chaque année par 5% des écoliers du Sri Lanka. Après cette visite, une balade dans la ville en tuk-tuk nous est proposée, et les conducteurs en profitent pour faire la course entre eux, au plus grand plaisir des passagers. Nous ferons une halte au pied d'un arbre à la taille et aux formes étonnantes. Ensuite, nous visitons une fabrique artisanale de batik. Nous y découvrirons le long processus de fabrication des batiks effectué majoritairement par des femmes. Les dessins sont réalisés à main levée directement sur l'étoffe. Avant de plonger le tissu dans un bain de teinture ou de le peindre à la main, une cire chaude est appliquée avec une pipette sur les parties à préserver. Une fois que la partie désirée est teintée, le tissu est plongé dans l'eau chaude afin d'enlever la cire. Ces opérations sont renouvelées autant de fois qu'il y a de couleurs, en allant des tons les plus clairs aux plus foncés.
La fabrication d'un batik au dessin complexe peut représenter une centaine d'heures de travail sur plusieurs jours, et le résultat obtenu est superbe. Nous enchaînons directement avec la visite d'un atelier de sculpture sur bois où, contrairement à la visite précédente, la partie artisanale est bâclée avec deux sculpteurs qui font semblant de travailler le bois. La boutique attenante est quant à elle bien achalandée avec des milliers d'articles en bois dont on a bien du mal à croire qu'ils ont été fabriqués sur place. Ceci dit, ces objets sont magnifiques, mais le prix proposé a tendance à donner la migraine à la carte bleue. J'ai trouvé 3 fois moins cher ailleurs, et encore je ne suis pas sûr d'avoir fait une affaire. Le lendemain matin, nous reprenons la route qui nous ramène sur la côte sud-ouest de l'île, dans la ville de Kalutara. L'hôtel où nous sommes offre une belle vue panoramique sur la ville de Kandy. Mais avant de quitter les hauteurs de Kandy, nous visiterons une plantation de thé, qui est une ressource essentielle de l'économie du Sri Lanka, puisque le pays en est le 4e producteur mondial. La culture du thé a supplanté la culture du café à la fin du 19e siècle, car les plantations de café ont été dévastées par un parasite. Le théier est un arbuste de petite taille et la cueillette des feuilles se fait à hauteur d'homme. La cueillette est effectuée exclusivement par des femmes tamoules qui passent dans les plantations chaque semaine pour une nouvelle récolte. Nous regrettons toutefois de ne pas avoir eu l'occasion de voir ces cueilleuses à l'œuvre. Ici, une fleur de théier. Nous entrons ensuite dans la fabrique où est traitée la récolte pour en faire le produit que nous connaissons. Les machines utilisées ne datent pas d'hier, mais semblent suffire à effectuer le travail demandé. Les feuilles sont d'abord séchées, puis roulées avant de subir une période de fermentation, et enfin sont triées et stockées dans des bacs de différentes couleurs selon la variété finale du produit obtenu. À noter que le thé du Sri Lanka a conservé son appellation de thé de Ceylan, même après l'indépendance, ceci pour conserver le prestige d'un nom mondialement connu et réputé pour sa qualité. À l'issue de la visite, une dégustation est proposée, ce qui permettra à chacun de choisir la variété de thé qu'il préfère, à la boutique tenue par de ravissantes vendeuses. Nous rentrons ensuite à Kandy en prenant au passage quelques images du quotidien des Sri Lankais. Arrivés à Kandy, nous retrouvons une circulation dense et bruyante, dans une atmosphère au fort parfum de gasoil. Une balade à pied est proposée dans les rues commerçantes étroites et surpeuplées de la ville, dans une chaleur étouffante. Ce ne sera pas le moment le plus agréable du voyage. Nous nous rendrons ensuite à la gare en passant près de marchés présents un peu partout. L'affichage des horaires est un peu rudimentaire, mais avec un côté rétro bien sympathique. Nous nous rendons sur le quai où sont bien sûr présents des chiens errants en pleine activité physique. Et voici le train qui nous ramènera à mi-chemin entre Kandy et Colombo.
Ce petit trajet nous permettra de connaître les conditions de transport rustiques des Sri Lankais, mais sera aussi l'occasion de prendre des images des habitations et des paysages longeant la voie de chemin de fer. Et voici l'arrivée dans une petite gare plutôt coquette. Nous voyageons dans une région très vallonnée et extrêmement verdoyante. Ce petit trip est vraiment très agréable. Et là, un autre arrêt en pleine campagne. Ici, un stupa et une statue de Bouddha. Ça faisait longtemps. Après avoir retrouvé le car, nous avons la chance d'assister au retour à la maison d'un troupeau d'éléphants qui traverse la route devant nous. Chacun son tour. Ça, ils sont pas enchaînés, ils sont dressés. En fin de journée, nous aurons droit à une dégustation d'ananas mûrs à point qui sont vraiment délicieux. Le jour suivant, nous descendons tout au sud de l'île, dans la ville de Galle. Mais auparavant, nous découvrons les jardins et la plage de notre hôtel, situé au bord de l'océan Indien, dans la ville de Kalutara. Nous prenons ensuite le car qui nous conduira à Galle. Les pêcheurs qui dévendent les poissons. Galle était le port principal du Sri Lanka du temps de la présence portugaise puis hollandaise entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée des Anglais qui installèrent Colombo comme capitale. Cette ville fortifiée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et nous pouvons nous promener en haut des impressionnants remparts. Malgré ces fortifications, Galle fut dévastée par le tsunami du 26 décembre 2004 qui fit plusieurs milliers de morts dans la seule ville de Galle et environ 35 000 victimes dans tout le pays. Nous pouvons en voir des stigmates dans certains endroits de la ville. Après la rencontre inattendue avec un petit varan, nous nous baladons dans cette ville qui a conservé son architecture européenne. Ici, une mosquée toute blanche dans un quartier musulman face à la mer. Nous parcourrons les rues parallèles et perpendiculaires où l'on trouve beaucoup de petits magasins et même une manière originale de faire sécher le linge.
Après avoir repris le quart et observé de celui-ci une imposante statue de Bouddha au bord d'un lac, nous arrivons à un embarcadère où une dégustation de noix de coco nous est proposée. Un varan à la taille impressionnante est aussi l'attraction du lieu, qui est la base de départ d'une excursion en pirogue à moteur. Ça fait connu là. Les passagers sont prêts, on peut embarquer. Oui, si je te gêne. Non, c'est parfait. Nous remontons la rivière et le pilote nous fait passer dans les méandres d'une mangrove. Impressionnant cet entrelacement de racines rendant la mangrove impénétrable. Tu fais ça, Martin? Oui. À bord des deux bateaux, nous débouchons sur un grand lac où nous pouvons voir un cormoran noir du Sri Lanka et de curieuses échoppes sur pilotis où l'on peut apparemment acheter des fruits et des légumes. Quelques belles demeures sont également visibles au loin en bordure du lac. Nous débarquons sur une petite île où nous attend une démonstration de l'extraction de la cannelle du bois de cannelier. Ensuite, l'hôte nous montre comment tresser une palme de cocotier. Faut pas te faire de nœuds quand même. Cette palme tressée peut ensuite servir à faire un toit, ou une natte, ou un panier, ou beaucoup de choses encore. Après cette visite, nous réembarquons sur nos bolides et nous rentrons à la base. En chemin, nous faisons un nouveau détour dans une mangrove. Et ici, un autre varan géant qui se promène tranquillement dans un jardin au bord de l'eau. Sur la route du retour à Kalutara, nous nous arrêtons dans une nurserie de tortues. Des associations se sont organisées pour faire face aux différents dangers menaçant les tortues, dont le braconnage qui consiste à piller les nids pour revendre les œufs qui sont consommés par les Sri Lankais. Ces associations récupèrent les œufs pondus dans le sable sur les plages et les font éclore dans un enclos à l'abri de tout prédateur humain ou animal. Au bout de 3 jours, les jeunes tortues jugées suffisamment robustes sont ensuite remises à la mer où d'autres dangers les guettent. Les chances de survie à l'état naturel est de 1 pour 1000 et il serait de 20% pour les tortues provenant de ces sanctuaires, c'est-à-dire 200 fois plus. Le centre sert également d'infirmerie à des tortues adultes blessées qui y sont soignées. C'est notre dernière soirée au Sri Lanka et notre guide Manju organise un apéro sur la plage au coucher du soleil, moment très sympathique. Ceci est l'occasion de goûter à l'arak, alcool local élaboré à partir de la sève de la fleur de cocotier. Nous assisterons ensuite au coucher du soleil sur l'océan Indien, un moment magique. Le lendemain matin, nous faisons nos valises pour la dernière fois et avant de partir, une balade sur la plage permettra de voir à l'œuvre un pêcheur à l'épervier.
Sur le chemin de l'aéroport, nous sillonnerons en car la capitale Colombo afin de voir les principaux points d'intérêt. Cette ville de 650 000 habitants est la capitale du Sri Lanka depuis 1815. Nous pourrons voir durant ce périple de nombreux édifices plutôt modernes et en excellent état, mais aussi bien sûr une statue géante de Bouddha. Un arrêt technique près de l'Independence Monument Hall, construit en 1948 pour commémorer l'indépendance de Ceylan, permettra de faire le tour du bâtiment où nous pouvons voir de nombreuses statues de lions. Sur cette image, des écoliers qui se bousculent pour être pris en photo. Nous passons devant l'hôtel de ville appelé la Maison Blanche grâce à sa vague ressemblance avec l'édifice du même nom et le Capitole à Washington. Et que voyons-nous dans le parc en face? Un Bouddha bien sûr. Nous ne pouvons pas rater la Lotus Tower, haute de 350 mètres, soit un peu plus que notre tour Eiffel nationale qui culmine à 324 mètres. Au cours de notre périple en car, nous constatons que des quartiers avec des bâtiments modernes et bien entretenus cohabitent avec des quartiers traditionnels où l'on retrouve un habitat beaucoup plus précaire. Au coin d'une rue, nous apercevons furtivement la somptueuse mosquée rouge Jami-ul Afar. Après un dernier passage dans des quartiers beaucoup plus populaires où nous retrouvons un beau bazar dans les rues, nous nous envolons avec quelques heures de retard sur le chemin du retour via Abu Dhabi. Le vol via Bombay a en effet été annulé à cause d'une mousson excessive en Inde, rendant la piste d'atterrissage impraticable. Ce sera l'occasion de voir cette capitale du ciel, avec ses buildings sortis de nulle part en plein désert, et de faire une photo de chameau. Ça change des Bouddhas.